Les nouveaux médias du savoir, ça va vous intéresser comment désormais accéder différemment à l'information scientifique avec nos invités. Je commence par ceux qui sont présents ici, en physique, hein, présentiel, comme on dit maintenant. Mathilde Fontaise, vous êtes rédactrice en chef du magazine Epsilon. On dit Epsilon. On dit Epsilon. Oui. Allez, Epsilon, avec 2 O-N quand même. Bon. Ah, il y a 2 O. Allez, 2 O-N. Et Julien Picard-Monet, directeur de développement de Curieux Live. Bonjour. Bonjour à tous les deux d'ailleurs. Curieux Live, média d'information locale et de lutte contre la désinformation. Vous êtes sur TikTok et sur Instagram. Sur Instagram et TikTok, on est le média des 4 centres de sciences de Nouvelle-Aquitaine. Allez, nous avons également en visio, pour le coup à distance, je ne sais pas s'ils vont apparaître, voilà, je vous vois messieurs, Thomas Durand et Vled Tapas, bonjour. 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 Ça fonctionne à merveille. Animateur de la tronche en biais, je vous avoue qu'il faut que je torde effectivement le cou moi-même pour vous voir. Une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique et de debunking, on va dire allez, debunking, traduction pour ceux qui nous écoutent. De démystification. C'est très bien. Et combien d'abonnés sur votre chaîne YouTube? Important. 240 et quelques mille. Quelque chose comme ça, oui. Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. On est fiers. Allez, tous les 4, vous allez nous expliquer ce que sont ces nouveaux médias du savoir. J'aimerais d'abord faire un petit vote à main levée dans la salle. Est-ce que vous vous informez? Est-ce que vous vous intéressez à la vulgarisation scientifique sur le net? Qui pratique? Levez les mains. Ah, il y a du monde. C'est mes messieurs qui êtes à distance. Je vous assure qu'il y a beaucoup de monde, 1 sur 2, on va dire, qui s'informe de la façon suivante. Je me tourne vers vous pour commencer, Mathilde Fontaise. Vous êtes un peu un cas à part. Vous avez fondé ce nouveau magazine passionnant, Epsilon. Mais c'est un magazine papier. Vous êtes encore dans l'ancien monde, si je puis dire. Oui, nous, on est resté dans l'ancien monde. On propose un magazine papier, on propose un mensuel de 100 pages. Donc, on est vraiment dans l'ancien monde et on a misé là-dessus parce qu'en fait, notre pari de départ, c'était que ce qui comptait, c'était les histoires, notre manière à nous d'aller chercher des histoires singulières sur le monde, notre point de vue à nous, parce qu'on a monté ça avec une équipe de journalistes scientifiques chevronnés qui travaillent avec la science depuis longtemps, et on s'est aperçu que le prisme de la science permettait de voir le monde qui nous entoure et la société, etc., de manière tout à fait radicale. Et c'est pour pouvoir proposer ces histoires qu'on a commencé par lancer le mensuel. Alors après, derrière, on a bien évidemment plein de projets de développement en podcast, sur le digital, etc. Mais il nous a semblé que le cœur de notre métier, c'était vraiment de réussir à dénicher comme ça des histoires, et que pour pouvoir bien les vivre, il faut être dans son canapé. Il faut pouvoir être dans son canapé, il faut pouvoir être tranquille avec du papier. Donc nous, vous avez fait le choix de maintenir le support papier, donc abonnement, on le reçoit chez soi ou on l'achète en kiosque. Quand vous dites raconter des histoires rapidement, je vois que votre dernière vous m'avez repris quand on en a parlé, c'est pas les extras, mais les intraterrestres. Oui, notre dernière une, c'est la découverte de tout un peuple en fait qu'on ignorait, hein, et qui surgit comme ça au fil des forages et des explorations d'excavation dans le sol. Et on découvre comme ça un peuple... Des populations souterraines. Une population souterraine de petits êtres. Hein, il ne s'agit pas d'animaux au sens macroscopique, il s'agit de petites bactéries. Mais on retrouve comme ça toutes les sortes de vivants dans le sol de la Terre. Et en fait, on découvre toute une population qui a évolué en parallèle de nous, sans jamais nous rencontrer, avec un rythme propre, avec des mécanismes propres, et c'est tout ça que sont en train d'explorer les chercheurs. Donc on a des extraterrestres en fait sous nos pieds. Vous ne les avez jamais rencontrés.
jusque-là. Et ça, c'est ce que vous racontez dans Epsilon. Je rappelle que vous venez de Sciences et Vie, nous ne allons pas évoquer, je sais qu'il y a une procédure en cours et vous avez une obligation de réserve, donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je me tourne vers Thomas Durand et Vled Tapas avec La Tronche en biais. Votre parti pris, c'est la vulgarisation scientifique et vous vous attaquez aux idées reçues. Racontez-nous. Oui, alors les idées reçues, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine pénurie en ce qui concerne la vulgarisation des sciences. Sur ce qui concerne la méthode, il y a quelque chose qui est très très populaire, pour lequel le public a une véritable demande, c'est pour tout ce qui va être les résultats de la science. Et c'est passionnant, c'est quelque chose de fantastique et c'est essentiel. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait une pénurie en ce qui concerne la production du savoir. Comment est-ce qu'on produit du savoir? Comment est-ce qu'on réussit à faire en sorte que puisse émerger ces résultats scientifiques qui passionnent tant le public. Donc on a très envie d'expliquer aux gens comment fonctionne la science et on espère, en leur apportant ces méthodes-là, leur permettre d'être de meilleurs citoyens en étant capables de faire la différence entre une connaissance scientifique et un bullshit de l'autre côté. Et du coup, vous avez dit un peu plus tôt qu'on faisait du debunking. Le debunking, c'est plus pour présenter des cas d'école. Par exemple, j'ai peine à dire qu'on est une chaîne de debunking. Par exemple, les théories sur les pyramides d'Égypte qui ne seraient pas l'œuvre des Égyptiens, mais de peuples perdus. Voilà. Et de fait, c'est intéressant de s'attaquer comme ça à des théories qui nous semblent un petit peu fumeuses. Alors, il y a des gens qui y croient, mais la plupart des personnes qui regardent des documentaires sur AMC Découverte, disons ça sans citer des noms, la plupart de ces personnes n'y croient pas. Mais le fait d'utiliser ça, ça donne des cas d'école qui nous permet d'illustrer un petit peu ce qu'on a envie de faire. Parce qu'à la fin, ce qu'il faut, c'est que les gens distinguent qu'est-ce qu'une parole scientifique authentique et qu'est-ce qu'une parole qui se fait passer pour scientifique. Et en 2020-2021, on a beaucoup souffert de ça. C'est ça. Et tout l'intérêt d'être sur YouTube, c'est qu'on cherchait un média sur lequel le plus de gens sont. Bon, bah, la télé s'est désertée. Malheureusement, Epsilon fait un travail fantastique, mais hélas, il y a de moins en moins de personnes qui se tournent vers la littérature scientifique ou la littérature de vulgarisation scientifique. Donc, on s'est demandé où est-ce qu'il y a le plus de gens. Et bon, même si YouTube, en tant que marque, en tant qu'objet industriel capitaliste, nous dérange, on est sur YouTube parce que c'est là que sont les gens. Vous avez la sensation, messieurs, petite question toute simple, que jadis, il y avait une forme de vulgarisation scientifique, un objet un petit peu austère, un brin inaccessible, opaque, et qu'aujourd'hui, en utilisant, pardon, parce qu'Epsilon reste un magazine, mais très séduisant, mais en utilisant les nouveaux systèmes, si je puis dire, la nouvelle façon de consommer les médias, vous intéressez des nouveaux publics? C'est pas sûr, en fait. Pas sûr. Il y a un transfert. Les gens qui nous regardent sont intéressés de base. Il y a peut-être 20% des gens qui nous suivent et qui n'aiment pas ce qu'on fait, qui sont, entre guillemets, clients du bord d'en face, tout ce qui est ésotérisme, croyance, etc., et qui nous regardent parce qu'ils veulent mettre un peu à l'épreuve ce qu'ils croient, et ça, c'est bien. Mais la majeure partie des gens qui nous suivent sont déjà intéressés par les sujets, s'y connaissent déjà un petit peu. Et le grand problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour toucher les gens qui s'intéressent à ce sujet-là au départ. Et je ne suis pas sûr que nous, on ait trouvé la solution. Epsilon non plus. Enfin, c'est le défi qu'on a pour les prochaines années, c'est comment on fait pour raccrocher les wagons avec les gens, soit qui s'en fichent, soit qui pensent que ce n'est pas pour eux. Et puis, on n'aurait jamais la prétention de dire qu'on a inventé la vulgarisation scientifique. Ni nous, ni la génération d'avant, ni celle encore précédente. Nous, voilà, on vient de C'est pas sorcier, on vient justement de Sciences et Vie. On n'a pas inventé cette volonté, cette velléité à rendre la science séduisante pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir fouler les bancs de l'université pour des raisons sociales, économiques ou autres. Mais que dites-vous, dépoussiérer peut-être, non? Pas forcément réinventer, mais dépoussiérer, la rendre plus séduisante, plus accessible. Nous, on fait ce qu'on peut, on fait un peu ce qu'on aurait aimé voir. Donc, on ne va pas donner des leçons aux gens. Il faut que les gens fassent ce qu'ils aimeraient consommer, en fait. Et comme ça, il y aura plein de niches écologiques, épistémiques différentes, et les gens pourront consommer, entre guillemets, ça ressemble. Et plus il y aura une diversité, en tout cas à l'heure actuelle, il manque encore des cases qui intéressent des gens qui ne s'intéressent pas. Donc, il faut dépoussiérer encore plus, quoi. Je ne pense pas vraiment qu'il y ait de rivalité dans la vulgarisation scientifique, mais je pense qu'il peut y avoir une synergie très, très vertueuse. Alors, Julien Picard-Monet, vous, c'est Curieux Live. Vous êtes sur TikTok. Les méchants chinois, ça ne vous dérange pas, ça, vous? Non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, le constat, il est un peu similaire. C'est-à-dire que vous avez déjà pas mal de gens qui font de la vulgarisation très bien, comme La Tronche en biais, comme Epsilon, beaucoup de monde. Et il y a pas mal de gens qui ne s'intéressent pas du tout à la science, ou qui sont intéressés quand ils étaient en cours. Et une fois partis des cours,
Il y a une espèce de violence symbolique par rapport à ça. Ils n'ont plus forcément envie de s'y intéresser ou de passer du temps dans une conf ou de lire de la littérature scientifique. Donc quand on a créé Curieux il y a quelques années, on s'est dit comment on va faire pour essayer d'aller chercher un public qui ne s'y intéresse pas. Parce qu'intéresser quelqu'un à quelque chose qui ne l'intéresse pas à la base, c'est assez compliqué à la base. Donc, c'est un pari compliqué, oui, je le confirme. Donc on s'est dit, on va, entre guillemets, hacker les réseaux sociaux de divertissement, donc Instagram et TikTok. On va s'adapter aux usages en faisant des formats courts et on va essayer de travailler avec des gens qui peuvent être assez cool. Un petit côté cheval de Troie dans votre affaire, hein? Un peu. Oui. Ouais. Oui, mais je travaille pour l'intérêt général, donc oui. Ça me va. Et donc, on a décidé de travailler avec des illustrateurs un petit peu branche-touille, des vulgarisateurs, des vidéastes et des journalistes pour essayer de trouver des formats. Donc on fait des BD, on fait des vidéos ultra courtes, on va droit au but. Des formats très courts. Oui, très courts. Donc par exemple sur TikTok, on est sur des vidéos entre 30 secondes et 1 minute. On fait sur Instagram des BD de 10 vignettes, des articles de 3 signes qui sont adaptés à Instagram en format slideshow. Et donc le but du jeu, c'est d'intéresser les gens, essayer de les rendre un peu plus curieux, pour qu'ensuite ils aillent sur des formats type plus longs comme ceux de la Tronche-Chambier ou comme un magazine de littérature scientifique. Voilà. Alors Julien, il y a un sujet qui est sur la table, nous l'avons évoqué devant le café tout à l'heure, hein, c'est celui qui est éminemment scientifique, celui des vaccins. Avec peut-être pour vous, vous êtes pris un petit peu un retour de manivelle avec cette histoire de vaccin. Hein. Racontez. Alors je pense que je ne suis pas le seul à un Tronche-Chambier, ça doit bien leur parler, parce que Thomas Durand, je suis sur Twitter et qu'il en prend quasiment tous les jours pour son grade, je pense, avec les anti-vax. Mais nous aussi, on essaie, dans l'intérêt général, de mettre en lien les chercheurs et spécialistes. Alors, vous racontez les vaccins, j'imagine? En fait, on interviewe des spécialistes, on leur pose tout simplement les questions que tout le monde se pose. Est-ce que l'ARN, ça peut modifier l'ADN, ce genre de choses, des questions que tout le monde se pose, des bruits de fond. On le pose à des questions à un spécialiste du CHU qui s'appelle Charles Cazenave, qui est infectiologue, qui est assez connu, qui répond de manière vraiment très courte, assez claire. Et puis en fait, malgré le fait que vous soyez très bienveillant et que vous preniez le temps de répondre à des questions à des gens qui sont un peu énervés, en fait, vous vous faites tout simplement harceler. Vous avez des commentaires, des rushs de commentaires sur votre compte Instagram avec des insultes, des choses assez violentes. Même sur Insta, il y a ça maintenant. Oui, il y a ça aussi. Alors, c'est pas aussi violent que Twitter, parce que Twitter, c'est quand même un peu le royaume du haters. Mais sur Instagram et TikTok, vous commencez à avoir ça avec des comptes assez gros. Sur Instagram, il y a un compte d'éveillés, comme on dit, les fameux éveillés dont on entend parler. Et on a eu le cas avec les vaccins, on a eu le cas aussi sur un contenu sur les Illuminati, où on s'est fait traiter de pédosataniste, pédophile, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est des moments des moments positifs quand vous faites de la vulgarisation scientifique, ou des moments de bonheur où vous avez des gens qui vous remercient parce qu'ils ont compris et ils en demandent. Puis vous avez aussi des moments un peu plus désagréables où vous vous sentez un peu attaqué, où vous sentez que vous êtes un petit peu harcelé. Voilà. Je ne sais pas, Mathilde Fontaine, si vous êtes confronté à ce type de situation chez Epsilon. Oui. Parce qu'on a bien évidemment traité la problématique des vaccins, etc. Et à chaque fois, on voit qu'il y a des... Alors, on est sans doute moins exposé, puisque pour l'instant, on n'est pas en contenu direct sur TikTok, Instagram. Pour l'instant, vous restez en support papier. Mais sur notre Twitter, le Twitter d'Epsilon, il peut y avoir des réactions de ce type-là aussi, et par mail, tout simplement, puisqu'on est accessible. Hein. Le principe du journaliste, c'est qu'il peut être interpellé par n'importe quel lecteur. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les trois. Quand je dis tous les trois, tous les quatre, en réalité, c'est aujourd'hui, nous le vivons tous. Hein, les médias connaissent un grand bouleversement économique. Hein. Il y a cette difficulté à subsister, à se transformer. Radio France, désormais, devient un média global. Je commence peut-être par Thomas Durand et Evelyne Tapas. Comment est-ce que vous financez votre chaîne YouTube? De quoi vit-elle? C'est pas forcément facile à comprendre pour tous. Hein. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation? Avant de répondre à ça, je veux rebondir sur le fait qu'il y a une vraie guerre de l'information actuellement entre les gens qui produisent, qui traduisent et qui transmettent les sciences et ceux qui veulent défendre leurs idées. Et on est en procès. J'ai porté plainte contre France Soir, qui a eu un article qui liste des noms parmi des médecins, des vulgarisateurs, des gens qui informent sur les vaccins, et qui se finit par vivant les procès, la veuve s'impatiente. Sous-entendu, il faudrait qu'on décapite tous ces gens-là. Donc j'étais dedans, quoi. Et donc sur ce terrain Internet, nous, on est sur YouTube, comme a dit Valet, parce que c'est là qu'on avait des gens. Donc YouTube permet de financer via la publicité,
c'est pas beaucoup d'argent. On ne rappellera jamais assez qu'on ne choisit pas la publicité qui nous accable sur YouTube. C'est d'ailleurs pour ça que, comme on parle de pseudosciences, il y a énormément de publicités pseudoscientifiques qui, du coup, sont très mal. Elles sont mal ciblées. Parce que vous voulez dire quoi, qui provoque la surprise de vos publics parfois ou pas? Ouais. Tout à fait, les gens s'étonnent. Ils nous demandent mais pourquoi vous faites ça? Nous, on a coché la case YouTube, vas-y, mets de la pub. Et YouTube, il met la pub que lui, il veut par rapport à des mots-clés. Et comme les mots-clés chez nous, on a quantique, terre plate, et tout ce que vous voulez, ou énergie, les gens qui veulent capter l'audience qui est réceptive à ces mots-là arrivent chez nous. Et on est financé par le mécénat, en fait. Donc, c'est pas comme Epsilon où les gens achètent un numéro. Nous, tout est gratuit. Les gens peuvent avoir accès à l'ensemble des contenus. On n'a rien qui est sous embargo. On tient absolument à ce que le contenu soit accessible à absolument tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas les moyens de payer. On a commencé comme ça et donc on veut continuer. Et donc, les gens qui aiment le contenu, qui pensent que c'est important, donnent 5 €, 10 € par mois, parfois plus, via des plateformes de financement, donc comme Hello Asso, puisqu'on est chapeauté par une association. Il y a également Tipeee, même s'il y a des problèmes éthique avec Tipeee, mais Hello Asso aussi. Tipeee, si on pouvait s'en passer, on le ferait, mais malheureusement, l'État... Voilà, Patreon, Utip. Donc, il y a toute une offre comme ça où les gens peuvent aller tiper 1 € ou 20 € par mois pour aider les contenus. Et il y a plein de vulgarisateurs sur Internet, sur YouTube, qui marchent comme ça, même des blogueurs qui marchent comme ça. Et donc, bon an, mal an, voilà, on peut fonctionner, on peut financer des vidéos, on peut financer des contrats ponctuels pour les techniciens, etc. Donc, on reste une toute petite structure, mais c'est presque viable. Et puis, ce type de mécénat, c'est très vertueux, parce que, comme on disait tout à l'heure, notre volonté, c'est vraiment de permettre au peuple, au sens noble du terme, c'est-à-dire les gens, le tout venant, de se réapproprier la connaissance scientifique et de sortir la connaissance scientifique de la tour de verre des facs. Et justement, ce type de mécénat-là, pour nous, c'est aussi une manière de rendre les gens encore plus décisionnaires du type de contenu scientifique qu'ils ont envie de consommer. Donc voilà, il y a vraiment une forme de mécénat moderne justement que je trouve très vertueuse et qui personnellement me plaît beaucoup. Et en plus, c'est totalement transparent. Voilà. Donc à l'heure actuelle, si la question est là, on a été subventionné ponctuellement par le CNC et par un ministère de la Recherche au cours des 7 ans de la chaîne, mais c'est marginal. Voilà, on est essentiellement autonome. Et dans tous les cas, c'est précisé. Ouais, en tous les cas, je peux vous le garantir, c'est un avis, votre tandem là fonctionne à merveille. Vous êtes rodés apparemment, ça se passe très bien. Julien Picard-Monet, vous avez un modèle économique ancré sur une région. Oui, en fait, il faut savoir que la compétence de culture scientifique, technique et industrielle, donc les CCSTI, c'est un petit peu comme la Cité des Sciences à Paris. Vous avez des centres de sciences en région, il y en a 4 en Nouvelle-Aquitaine, qui ont une mission d'intérêt général de développer tout ce qui est culture, faire mieux connaître les sciences et aussi promouvoir tout ce qui est technique et industrielle, notamment au public féminin, parce que ce sont des professions qui sont un peu désertées et ça devient problématique. Et donc dans ce cadre-là, pour curieux, la mission, elle est subventionnée à peu près de l'ordre de 60% par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et le reste, c'est principalement de la Presta. Presta avec des grandes institutions type CNRS. J'y vais cet après-midi pour en parler. Donc la Presta, des prestations. Donc. On appelle ça prestation, c'est de la vulgarisation. Et là, on en revient au sujet dont on vient d'évoquer. C'est que vous avez énormément de chercheurs en France qui ne font pas assez, à mon sens, de vulgarisation sur leur travail. Ça a eu un lien avec la crise du Covid, parce que finalement, on se rend compte que le grand public ne comprend pas trop la différence entre science et recherche. Et donc, le but de ces prestations, c'est de montrer à quoi sert cet argent et ce que font les chercheurs. Et c'est aussi montrer que faire de la recherche, ça peut être cool, en fait. C'est pas forcément... Ça peut être, pardon pour ce mot vieillot, ça peut être sexy. Ça peut être sexy, voilà. Tout à fait, glamour, tout quoi vous voulez. Et donc, on montre aussi que ce sont des gens de la vraie vie et qui font des choses vraiment sympas. Et on le fait au code d'Instagram et au code de TikTok. Voilà. Mathilde Fontes, vous, c'est j'achète Epsilon, quoi. Oui, nous c'est en fait, on lance un magazine. C'est le tirage. C'est le tirage, c'est l'abonnement surtout. Et c'est le pari qu'on va se financer par l'intérêt qu'on va pouvoir susciter chez le lecteur et l'envie de s'abonner. Et alors nous, on est très contents de ne pas avoir de mécènes parce que justement, ça nous permet... on travaille en fait avec on a été obligé de partir au départ avec un éditeur. D'ailleurs, tout est né d'une rencontre avec un éditeur qui s'appelle Unique Héritage Média, qui possède des titres jeunesse, surtout le journal de Mickey, par exemple. Le journal de Mickey, oui. Et qui est un passionné de science et qui était très enthousiaste à l'idée de lancer un nouveau mensuel de science. Et évidemment, on ne pouvait pas se lancer tout seul parce qu'un mensuel, ça coûte très cher, un mensuel papier. Il faut ne serait-ce que le papier. Et puis après, elle a dit d'envoyer tout ça dans les kiosques, etc.
Et l'idée, c'est qu'après, on puisse trouver notre lectorat. Donc là, on s'approche des 40 000 abonnés, ce qui est très bien, ce qui est très très bien pour un mensuel qui vient de sortir. Et en fait, nous, notre pari, c'est que ces histoires-là, elles ont un public. Elles vont trouver leur public. Et c'est vrai qu'on se met... Alors, on a bien évidemment en tête toutes ces problématiques de responsabilité sociale, de transmettre la science, d'essayer de la vulgariser, d'essayer de permettre aux citoyens de se faire des avis éclairés sur des problématiques complexes que sont les OGM, le Covid, etc. Mais en fait, ça c'est en arrière-plan pour nous. On est journaliste en fait. On sélectionne de l'info sur la sensation qu'elle peut provoquer, l'émotion qu'elle peut nous provoquer, et on se dit ça va donner envie de lire. Et on ne parle pas de la science pour elle-même. Donc on est sur une démarche complémentaire aussi de mes confrères qui sont là. C'est vrai que nous, on ne parle jamais de la science. Enfin, on la met au service de Découverte sur le monde. Nous, on va parler, je ne sais pas moi, de Vénus, et surtout pas du télescope, ou assez peu, du télescope qui a permis de voir sur Vénus un peu. Et donc voilà. Donc après, on va se laisser le temps de pouvoir s'installer. Mais c'est sûr que si on ne trouve pas notre lectorat, on aura échoué. Après, on est super confiant parce qu'on a l'impression que jamais, plus qu'aujourd'hui, les gens se sont intéressés au discours scientifique. Mais vous diriez tous les quatre, je vais vous poser, je ne sais pas combien de temps nous disposons encore, est-ce qu'il faut baisser le rideau? Je me tourne vers la patronne. Allez, 5 minutes. Allez, je vais vous faire une petite interro avant de raccrocher tout ça. C'est pas compliqué, rassurez-vous. Si je devais vous dire là, aujourd'hui, quel serait le sujet de vulgarisation scientifique très grand public, mais très ancré dans l'actualité. Vous avez cité les vaccins, bon ça on en parle beaucoup jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous diriez? Les centrales nucléaires, puisqu'il y a la présentation par le président Macron de son plan 2030, on parle de mini-centrales. Est-ce que ce serait ça un sujet à même de on va dire, la production de l'énergie, la projection dans les années qui viennent, les décennies qui viennent? C'est un sujet qui peut intéresser vos publics, ou c'est trop news, trop grand public? Qui commence d'ailleurs? Peut-être avec vous, Thomas Durand et Vled Tapas. Un sujet, ce serait la liberté académique, distinguer la parole du chercheur en ce qu'elle émane de ses recherches ou de ce qu'elle émane de son opinion, de sa position de citoyen. Il a le droit, mais il faut qu'on sépare ça. Après, dans les sujets de société, ça pourrait être le rapport à la croyance. En quoi la parole scientifique est différente d'une parole religieuse. C'est un sujet qu'on n'évoque jamais en France, mais qui suscite des débats dans d'autres sphères. Et je pense qu'on pourrait peut-être éclairer des choses en ayant une approche des sciences humaines par rapport à ça. Et notamment, et tout ce qui est sciences humaines, j'ai envie de dire. Moi, je suis biologiste, Vlad est musicologue, et on se rend compte que la culture des sciences humaines est beaucoup moins forte que celle des sciences physiques, des sciences de la nature, qu'elles passent bien, parce qu'elles ont des belles images. J'allais le dire. Voilà. En ce qui me concerne, je pense que s'il y avait un enjeu qui peut être central et qui peut devenir central, et qui, à mon avis, le sera de plus en plus dans les années à venir, c'est tout ce qui concerne les sujets qui ont une porosité avec la militance sociale. Tout ce qui va concerner le genre, l'identité, l'orientation sexuelle, le récit national, les questions ethniques, tous ces sujets qui sont sur la table aujourd'hui, qui sont fortement... Qui sont sur la table, absolument, mais qui sont sur la table et qui sont très très souvent évoqués dans des sphères militantes. Mais il y a encore une espèce de pudeur au niveau des sciences, de moins en moins dans les sciences sociales, donc ça c'est très heureux. C'est des sujets qui sont irrigués par des travaux et des connaissances. Bien sûr. C'est pas que de l'opinion. Et ce message-là, il n'est pas encore bien passé, je pense. Oui, et je pense qu'il faut encourager une plus grande perméabilité entre les sphères scientifiques, les sphères du savoir scientifique, et les sphères de la militance, de l'activisme. Je pense que ça, c'est un enjeu qui est important aujourd'hui. En tout cas, c'est du très, très, très haut de gamme sur YouTube. Julien Picard-Monet, si vous aviez un sujet à traiter aujourd'hui. Alors évidemment, je pense que c'est l'urgence climatique, parce qu'en fait, je pense que les gens, et la conférence d'avant, on en a parlé, mais je pense que le grand public n'a pas encore saisi ce qui est vraiment en train de se passer. Donc je pense que nous, de notre côté, on va de plus en plus aller sur ces sujets-là, malgré le fait que ce ne sont pas les sujets qui génèrent le plus d'audience. Les sujets qui génèrent le plus d'audience chez nous sont plutôt les sujets de santé. Vraiment de santé pure et dure, endométriose, SOPK, enfin tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment les sujets qui font vraiment beaucoup d'audience chez nous. Mais on a prévu en 2022 de partir vraiment beaucoup sur l'environnement pour justement un peu plus sensibiliser les gens et faire prendre conscience qu'il n'est plus le temps de traîner. Voilà. Mathilde Fontaise, pour conclure, un sujet scientifique
ancré, à vos yeux, au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, très d'actu? Très d'actu, effectivement, il y a les mini-centrales nucléaires qui sont un sujet qu'on suit depuis des années. On a vu ces centrales émerger, être d'abord une idée, ensuite en recherche et développement, marcher, être différente quelque part, et là s'imposer, et arriver tout à coup dans le débat public sous la forme d'une proposition du président de la République d'orienter la France vers cette technologie. Nous expliciter la chose, parce que c'est pas facile de comprendre pour tout vous avouer, on en avait parlé il y a 2 ans pour annoncer aux lecteurs quelque chose qu'ils ne savaient pas, c'est-à-dire voici, ça existe. Voici des petites centrales qui fonctionnent autrement, qui offrent d'autres avantages et d'autres inconvénients par rapport aux grosses. Est-ce qu'on reprend la parole aujourd'hui pour décrypter le discours scientifique et expliquer, rentrer dans la techno? Je ne sais pas, parce qu'on a peur d'ennuyer le lecteur. Après, peut-être qu'on fera un petit sujet. Mais nous, on préfère raconter au lecteur quelque chose qu'il ne sait pas. Le réchauffement, parlons-en. On a fait un sujet sur le réchauffement parce qu'en fait, il y a tout un faisceau de preuves scientifiques qui a amené à penser que la reforestation, ce mécanisme qu'on utilise pour redorer son blason et se faire une nouvelle fraîcheur verte, de nombreuses entreprises le font. On reforeste, on plante des arbres tous les mêmes, là, en rang, et puis on se dit, j'ai fait mon travail et je pollue plus maintenant, où j'ai compensé mes émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, nous, on s'est fait l'écho d'une somme de travaux scientifiques qui montrent qu'en fait, ces forêts-là peuvent avoir des effets délétères sur le climat. Donc, on va toujours essayer de chercher, nous, sur des thématiques qui sont les thématiques de tout le monde, des découvertes radicales quand même. On essaye de vendre de l'info, quelque part. Nous, c'est de l'info. C'est de l'info, quoi. En tous les cas, ce sera le mot de la fin. Je rappelle les nouveaux médias du savoir avec vous, Mathilde Fontaise, Epsilon, toujours magazine papier, mais bientôt ailleurs. Thomas Durand, Vlet Tapas, La Tronche en billet sur YouTube. Et vous, Julien Picard-Monet, Curieux Live sur TikTok et Instagram. Je peux vous dire que vous avez été religieusement écoutés dans cette salle. Merci à tous les 4.